Leur emprisonnement est une volonté politique de M. Sassou. Et là, nous lui demandons simplement de libérer les compatriotes parce qu'ils n'ont pas à être en prison. C'est une décision politique et c'est un exemple pour comprendre cette position. Vous savez que M. Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné pour tentative de coup d'État ou, comme on appelle, atteinte à la sûreté de l'État. Bon, 20 ans d'emprisonnement. Je ne vous parle pas de son compagnon d'infortune, le ministre Okombi, pareil, 20 ans, parce qu'on aurait trouvé des armes chez lui. Bon, dont acte. Mais je vous prends un élément de comparaison. Monsieur Dabira, vous rappelez le général Dabira, Tout à il a fait. eu droit à un procès. Vous rappelez le grief qui était reproché à M. Dabira avec son comparse, le général Tentative Nyangambouala. d'atteinte à la sûreté de l'État, toujours, le même Ah, mobile. mieux. On a entendu leur témoignage, on a entendu la confrontation du général Nyangambouala. Il préconisait abattre l'avion du président de la République. Avec un missile, voilà, Voilà. sol-air, bien Christian sûr. Perrin, vous voyez bien que autant comment on appelle, le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, l'atteinte à la sûreté de l'État est difficile à caractériser. Mais un officier, un général, qui dit que nous nous sommes rencontrés avec mon collègue, avec mon confrère, et nous avons préconisé abattre l'avion du président de la République. Regardez la gravité déjà du projet, et ils l'ont reconnu. Et à quoi a-t-il été condamné, le général Dabira? 5 ans, je pense. Il est même sorti, là, je Et crois. il est libre depuis. Donc, rien que cette comparaison nous montre que l'emprisonnement du général Mokoko est arbitraire et sur des bases simplement politiques. Donc, la suite, c'est quoi? Je reviens. La suite, c'est que, un, dire au peuple congolais que nous allons mettre la pression sur ce régime, nous allons mettre des bâtons dans les roues de ce régime, mais dans tous les sens du terme, démocratique, c'est pas difficile de mettre des bâtons dans les roues. Nous avons décidé de boycotter l'élection, nous l'avons fait. Ça, c'est un bâton qu'on a mis dans les roues du régime. Il faut imaginer, il faut faire preuve de génie pour trouver d'autres bâtons que nous pouvons mettre dans les roues de ce régime. Vous êtes en train de dire, désormais, il faut rendre voilà, ce pouvoir ingouvernable. C'est ça, ce mandat qui va suivre, Ben, il faut le rendre il faut ingouvernable, c'est rendre ça. le pays, alors, c'est même pas rendre le pays ingouvernable parce qu'il n'est pas gouverné. Pour nous, cet espace-là, pareil, c'est un espace ouvert, libre, de concertation pour que nous trouvions les moyens de mettre un terme à la prise en otage du pays, de mettre un terme aux souffrances du pays, des Congolais, et surtout de mettre un terme à la violence institutionnalisée aujourd'hui au pays. Voilà notre proposition, voilà notre plan de travail, s'il faut l'appeler comme ça. C'est la capacité, la demande, l'appel à la mobilisation des compatriotes. Ce pouvoir, on peut l'arrêter. Et nous allons l'arrêter. Bonjour, mesdames et messieurs, merci d'être là et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur R7 avec moi sur ce plateau. Jean-Noël Mabiala, docteur en sciences du langage, président de la délégation permanente des Congolais de l'étranger DPCE, vice-président de la Fédération de l'opposition congolaise, la FOC, Fédération France. Bonjour à Jean-Noël. Bonjour Christian Perrin et bonjour à vos téléspectateurs qui nous suivent. Merci Jean-Noël d'être avec nous aujourd'hui pour analyser l'actualité politique du Congo-Brazzaville, notamment la lecture que vous faites 35 ans après la conférence nationale. 10 ans déjà de détention arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko et du député André Okombi-Salissa, deux anciens candidats à l'élection présidentielle de mars 2016, ainsi que les 5 ans déjà écoulés depuis le décès de l'Ibris Parfait Kolela, grande figure de l'opposition congolaise, qui était d'ailleurs favori à cette élection et candidat, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'élection présidentielle de 2000, donc mars 2021. Mais dites-moi, Jean-Noël, est-ce une simple coïncidence de circonstances que d'anciens candidats à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville se retrouvent certains en prison et d'autres décédés dans des circonstances troubles?
Merci Christian Perrin déjà de me recevoir et de me donner l'occasion. Je pense que j'ai pas souvent eu l'occasion en tout cas de passer chez vous ici il y a eu quelque temps. Ce qui est important, en tout cas pour moi, le passage chez vous, c'est une occasion de non seulement de commenter l'actualité, mais c'est peut-être aussi une occasion de donner une voix que je pense les compatriotes n'ont pas eu, n'ont pas entendu suffisamment. C'est un peu la voix, je permets de me présenter un peu mon chemin politique, hein. Je pense que Je je vous suis en la prie. voix d'une nouvelle classe d'hommes politiques, pas nouvelle par mon âge, hein, j'ai 60 ans, donc je ne suis pas si jeune que ça, mais dans la démarche. Dans la démarche parce que nous sommes engagés en politique, donc je vais cesser de parler de moi, je parlerai plutôt de nous. Nous sommes engagés en politique il y a 10 ans, à l'occasion de la contestation, de la mobilisation du peuple congolais contre le changement de la Constitution en 2015. Donc ce sont nos premiers pas en politique. Ce qu'il y a de nouveau dans notre démarche, donc nous avons créé le Mouvement unitaire pour la République en 2015, qui a été la première association créée dans la diaspora pour soutenir, pour porter la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko à la présidentielle. Donc nous étions parmi les premiers, à, à la surprise générale, à avoir appelé le général Jean-Marie Michel Mokoko à s'engager parce que nous avons pensé que le contexte en ce moment-là, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, nécessitait une force politique qui fasse exactement l'inverse de ce qu'incarne M. Sassou et son régime, c'est-à-dire l'intégrité, la compétence et cette capacité à rassembler. Vous voyez, la compétence du général Mokoko dans son domaine de compétence, évidemment, est indéniable. Son intégrité personnelle, c'est de notoriété publique. La seule chose sur laquelle on ne l'attendait pas, nous avons tous été surpris, c'est sa capacité à rassembler. Donc, nous reviendrons sûrement dans la discussion sur ça. Voilà, donc ça, c'est notre démarche. Et ce qui est encore particulier, et je vais m'arrêter là pour de cette introduction, ce qui est particulier, c'est que dès le départ, nous sommes un certain nombre de compatriotes qui avons voulu associer l'intelligence, la compétence à l'action politique. Jusqu'ici, et moi je me rappelle encore de notre jeunesse, hein, jusqu'ici l'activité politique était réservée aux activistes. Donc Christian Perrin, je pense que vous êtes plus jeune que moi, mais vous vous rappelez encore de l'UGC au Congo. Tous ceux qui allaient à l'UGC, pour nous, c'était des gens qui étaient pas forcément, j'allais dire, brillants dans les études. Je généralise, hein, je vous Oui, oui. rappelle la petite boutade de Alain Les, Mabakou avec la son ami période, Mandela. pardon, la période, comment on appelait ça, les cadres rouges, hein, c'est ça, non? Voilà, voilà, c'est la période des cadres rouges. Et là, ce que nous avons fait, nous, en 2015 et 2016, c'est que, étant dans nos domaines de compétences, j'allais presque assis professionnellement, assis intellectuellement, nous avons pensé qu'on ne peut pas passer à côté de la problématique de la politique du pays. Donc nous avons Oui. combiné l'engagement politique avec notre travail. À la différence de ce qui s'est fait avant, je pense, sur la place de Paris, il y avait beaucoup d'activistes et il y avait beaucoup de structures de la société civile qui disaient ne pas se mêler de politique. C'est l'exemple des assises. Les assises faisaient de la politique, mais pas, ils ne voulaient pas s'engager en tant que porteurs de projets politiques. Voilà pour planter le décor, la démarche qui est la nôtre. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons décidé de nous engager en politique, pas seulement à l'étranger, mais en lien avec les acteurs. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de la fédération, de ma position dans la fédération de l'opposition congolaise. Maintenant, Oui, j'en mais arrive pardon, à votre Jean-Noël, question. pendant que vous y êtes, c'est quoi le lien entre votre formation politique, pour ne pas dire organisation politique, et Jean-Marie Michel Mokoko? Est-ce le fait de l'avoir accompagné, c'est ça? Ou vous avez d'autres relations beaucoup plus étroites que... C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que nous avons créé le mouvement unitaire pour la République pour accompagner sa candidature. Aussitôt, et à la différence là aussi de pas mal d'acteurs politiques de la diaspora, nous avons fait le choix de nous rapprocher de tous ceux qui ont accompagné Jean-Marie Michel Mokoko sur le terrain. Donc nous avons fait le choix et là, on a très vite mis en place ce qu'on appelait la composante J3M.
Donc vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko n'avait pas de parti politique quand il s'est engagé dans l'élection présidentielle, mais aussitôt, lui-même, il a donné les instructions, il a senti le besoin d'avoir une structure politique. Et c'est comme ça que nous avons commencé à constituer ce qu'on appelle la composante J3M. Et la composante J3M, évidemment, s'est intégrée dans la dynamique des autres candidats, donc les 5 candidats qui ont participé à l'élection présidentielle de 2016, et tous à partir de ce qu'on appelait la charte de la victoire, donc ce qui avait l'accord qu'ils avaient eu tous, qui stipulait qu'après le premier tour, tous les candidats, tous les cinq candidats de l'opposition devraient se regrouper derrière celui des leurs qui sera en bonne position. C'est ça la charte de la victoire. Et aussitôt, et à l'époque, c'est Charles Boao qui coordonnait ces forces-là. Aussitôt, ils ont senti le besoin, là encore, de coordonner et de rassembler les forces. Et c'est comme ça qu'a été créée la Fédération de l'opposition congolaise, avec en ce moment-là 3 plateformes, le FOCAD, pour faire court, qui regroupait les acteurs politiques, en gros, qui étaient issus de l'UPADS, autour de l'UPADS, l'IDC, qui était particulière, l'IDC, hein, c'est l'initiative pour la démocratie au Congo, qui, en gros, rassemblait les anciens ministres au pouvoir qui ont refusé le changement de la Constitution. Et ça, c'est une démarche originale, déjà en ce moment-là. Donc, c'est dans cette dynamique-là que se sont retrouvés Guy Brice Parfait Kolela, Okombi Salissa, je pense Serge Blanchard, et évidemment, comme on l'appelle, Charles Zachary Bouaou. Et donc ça, c'est l'IDC. Après, est arrivé ce qu'on appelle, donc je vous ai dit tout à l'heure, la composante J3M, dirigée par, je pense, le professeur Makita au départ, puis par Jean-Félix Dembatello. Donc, nous, dans notre dynamique, nous avons d'abord le mouvement unitaire pour la République, donc une association que nous avons créée en France, s'est rapprochée naturellement de la composante J3M. Donc nous avons participé aux travaux de la création de la composante J3M et nous avons siégé via la composante J3M dans la Fédération de l'opposition. Ce qui est nouveau encore aujourd'hui, c'est que avec notre travail, en synergie avec Jean-Félix Dembatello, donc la fédération était dirigée au départ, la fédération de l'opposition était dirigée par Madame Mounari. De Madame Mounari, elle est venue, c'est Clément Mirassa qui a pris le relais, et Clément Mirassa a passé le témoin à Jean-Félix Dembatello. Voilà, en gros, Comme quoi, actuellement, le président de la Fédération de l'opposition congolaise, c'est Jean-Félix Dembatello, c'est ça? Oui, aujourd'hui, le président de la fédération de l'opposition congolaise, c'est Jean-Félix Dembatello. Et nous, à partir de 2023, nous avons le mur, dans ce souci de rassembler au-delà, nous avons créé ce qu'on a. D'abord, nous avons lancé, c'était le 9 septembre 2023 à Paris, nous avons mis en place une task force de la fédération de l'opposition congolaise. Le but, c'est mobiliser les énergies, les intelligences, les forces de la diaspora, je dis bien les intelligences, les compétences, les intelligences, pour être une force de proposition, pour renforcer d'abord la composante J3M et donc, par ricochet, la Fédération de l'opposition congolaise. Donc c'est comme ça que nous avons, de la task force créée en 2023, en septembre 2023, nous avons créé une association qui s'appelle aujourd'hui la Délégation permanente des Congolais de l'étranger, toujours dans ce souci d'élargir le cercle et de mobiliser tous les compatriotes qui souhaitaient participer à l'action politique, pas simplement en restant dans la critique à distance, mais vraiment en étant dans la dynamique et au cœur même des instances de l'opposition. Et le résultat aujourd'hui, c'est que la DPCE, qui était une sorte de succursale de la composante J3M, est devenue une force à part entière, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui la 4e plateforme de la Fédération de l'opposition. Mais c'est concret, c'est-à-dire qu'en avril 2025, le Conseil fédéral de la Fédération de l'opposition a pris la décision de nous élever, de lever la DPCE au niveau de 4e plateforme. Donc nous sommes aujourd'hui au même plan que le FLOCAD, l'IDC et la composante J3M, avec le même nombre de représentants au Conseil fédéral. Donc voilà une configuration concrète dans l'organisation de la Fédération congolaise qui n'est pas anodine parce que souvent on nous fait le reproche de ne pas connaître les réalités du pays, de faire la critique du régime depuis la place de Paris ou de Lyon, puisque moi je suis à Lyon. Mais là, je dis à tous les compatriotes,
attention, nous ne sommes plus dans la configuration où il y avait que des militants ou des commentateurs, des analystes de la situation politique. Nous sommes dans une configuration, nous sommes des acteurs politiques à part entière et nous avons un contact permanent avec les partenaires et les amis qui sont sur le terrain. Donc aujourd'hui, je ne passe pas une semaine sans un coup de fil de Jean-Félix Dembatello, sans faire le point sur la vie de la fédération d'opposition. Et le lien donc avec Jean-Marie Michel Mokoko, il est direct, hein. C'est-à-dire que la fédération de l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est la structure qui incarne le soutien constant, régulier et j'allais presque dire permanent avec les amis qui sont en prison. Donc vous verrez que justement l'une des postures que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons refusé d'entreprendre quoi que ce soit officiellement sans les conditions que nous avons posées au pouvoir. C'est-à-dire que nous ne participerons pas à une activité organisée par le pouvoir officiellement, donc ouvertement, publiquement. Ça ne nous empêche pas de discuter avec le pouvoir. Donc ça, je tiens à le dire, la fédération permanente, comment on appelle, la délégation, pardon, la fédération de l'opposition congolaise discute avec le pouvoir. Jean-Félix Dembatello a demandé à maintes reprises à rencontrer le président du Sénat. Il l'a rencontré, il a demandé à rencontrer le président de l'Assemblée, il a demandé à rencontrer même le président de la République. Ça, on n'a pas réussi jusqu'ici, mais nous rencontrons les responsables au pouvoir, parce que nous ne sommes pas une opposition clandestine. Voyez. En Mais sorte, au pardon, niveau... Jean-Noël Mabiala, vous êtes en Oui, train de nous dire que la prise d'une part dans les activités politiques au Congo-Brazzaville de votre organisation serait conditionnée par la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Tant qu'il n'est pas libéré, vous ne participerez à pratiquement aucune activité politique officielle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. oui, oui. Je vous prends l'exemple, hein. Toutes les concertations ou les pseudo-dialogues que le pouvoir convoque, nous, d'abord, ils ne nous invitent pas parce qu'ils connaissent notre position, nous n'irons pas. Et nous posons trois conditions. Pour participer à toute activité, toute initiative du pouvoir à la recherche d'une solution à la crise, nous posons trois conditions. La première, c'est la libération des prisonniers politiques. La deuxième, c'est la convocation et l'organisation du dialogue national inclusif. Et la troisième, c'est pas dans l'ordre, hein. La troisième, c'est l'adoption par le régime actuel d'une loi d'amnistie, amnistiant justement tous les opposants, tous les acteurs politiques, notamment qui sont en exil, qui craignent pour leur vie pour une raison ou pour une autre. Donc trois principes, libération des prisonniers politiques, loi d'amnistie et dialogue national. Ces principes-là, pour nous, sont, comment on appelle ça, sont des conditions sine qua non. Pour la simple raison qu'on ne peut pas faire confiance au régime d'aujourd'hui si, justement, voilà, le gage de confiance, ou même pas la confiance, le gage de bonne volonté, c'est la libération des prisonniers politiques. Et pour nous, c'est une Oui, question de mais principe. pardon, Jean-Noël Mabiala, Oui. lorsque vous parlez de la loi d'amnistie, n'est-ce pas là une façon de reconnaître que finalement il est prisonnier de droit commun? L'amnistie, nous le demandons pour tous les exilés. La libération Ah de bon. prisonniers politiques, ce n'est pas par amnistie. Non, ça, nous savons que c'est une décision. Leur emprisonnement est une volonté politique de M. Sassou. Et là, nous lui demandons simplement de libérer les compatriotes parce qu'ils n'ont pas à être en prison. C'est une décision politique et c'est un exemple pour comprendre cette position. Vous savez que M. Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné pour tentative de coup d'État ou, qu'on appelle, atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Bon, 20 ans d'emprisonnement. Je ne vous parle pas de son compagnon d'infortune, le ministre Okombi, pareil, 20 ans, parce qu'on aurait trouvé des armes chez lui. Bon, dont acte. Mais je vous prends un élément de comparaison. Monsieur Dabira, vous rappelez le général Dabira, Tout à il a fait. eu droit à un procès. Vous rappelez le grief qui était reproché à M. Dabira avec son comparse, le général Tentative Nyamamboala. d'atteinte à la sûreté de l'État, toujours le même Ah, mobile. mieux, 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 mieux. On a entendu leur témoignage, on a entendu la confrontation du général Nyamamboala. Il préconisait abattre l'avion du président de la République. Avec un missile, voilà, Voilà. sol-air, bien Christian sûr. Perrin, vous voyez bien que autant comment on appelle, le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, il peut être
évasif, il peut être, j'allais dire, Oui, par simple vidéo trouvée sur Internet et qui ne il peut être corroborait même difficile pas. Oui. à caractériser. L'atteinte à la sûreté de l'État est difficile à caractériser. Mais un officier, un général, qui dit que nous nous sommes rencontrés avec mon collègue, avec mon confrère, et nous avons préconisé abattre l'avion du président de la République. Regardez la gravité déjà du projet, et ils l'ont reconnu. Et à quoi a-t-il été condamné, le général Dabira? 5 ans, je pense. Il est même sorti, là, je Et crois. il est libre depuis. Donc, rien que cette comparaison nous montre que l'emprisonnement du général Mokoko est arbitraire et sur des bases simplement politiques. Alors, si j'ai bien compris, vous avez adopté l'approche de l'ANC en Afrique du Sud, c'est-à-dire, le général Jean-Marie Michel Mokoko ne sera pas libéré. Ben, voilà, vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez confirmé, que vous ne prendrez pas part aux activités politiques officielles au Congo-Brazzaville sous Sassou Nguesso. Mais que faites-vous concrètement pour sa libération? Parce que malgré des appels de partout. Et ici, je rappelle d'ailleurs la décision, je crois, des experts de l'ONU qui avaient demandé sa libération sans condition, parce que, évidemment, après toutes les analyses, ils avaient affirmé que c'était une détention illégale. Que faites-vous pour la sortie ou la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko? Lorsque je sais qu'il y a eu un précédent comme ça aussi, vous vous souvenez de l'ancien président de la République du Congo, le général Joachim Yombi Opango, qui a passé 11 ans de prison et qui n'est sorti de là que grâce à la conférence nationale. Lorsqu'on essaie de recouper les informations, on revisite l'histoire, on se rend bien compte que lorsque Denis Sassou Nguesso vous a fait prisonnier, personnel en plus, généralement, il ne lâche pas. La preuve, elle est là. Paris a demandé des actes concrets à Denis Sassou Nguesso, l'ONU a demandé jusqu'aujourd'hui, et voici 10 ans que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Que faites-vous pour sa libération? Alors, qu'est-ce que nous faisons pour sa libération? La première chose, c'est que nous faisons en sorte que son emprisonnement ne passe pas sous silence. Nous faisons en sorte qu'on ne l'oublie pas, parce que croyez-moi que la volonté du pouvoir, c'est faire en sorte que ça soit, j'allais dire, un non-événement. Rien que le fait d'en parler, comme je le fais avec vous aujourd'hui, et je vous remercie de nous donner cette occasion, rien que le fait d'en parler, ça permet quoi? Ça permet aux Congolais de savoir, de toujours constater cette injustice, parce que M. Sassou se drape de, j'allais dire, de postures de démocrate, de faiseur de paix, de garant de la paix et de la sécurité des Congolais. Quand on lui rappelle sur la place publique et par tous les médias qu'il ne peut pas prétendre garantir la paix au Congo pendant que des citoyens, un citoyen qui n'a rien fait de préjudiciable, qui n'a rien fait de condamnable, croupit en prison. Donc rien que le fait de faire ce bruit-là, c'est une action qui est importante. L'autre aspect qui est important en parlant comme ça, c'est interpeller non seulement les compatriotes de façon générale, mais aussi interpeller toutes les forces de sécurité, toutes les forces militaires, toute l'armée, mais l'armée républicaine. Interpeller, c'est-à-dire demander à l'armée de réfléchir. Je ne demande pas à l'armée de faire un coup d'État, mais demander à tous les officiers congolais de réaliser que le pays n'est pas dans la logique, j'allais dire, ni républicain ni démocratique. Nous, on leur envoie un message pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils parlent entre eux et pour qu'ils parlent, pour ceux qui parlent à M. Sassou, puisque M. Sassou est militaire aussi, qu'ils disent à M. Sassou que c'est pas juste. Vous voyez, je n'ai que des mots. Vous me direz, ce n'est que des mots, tout ça. Tout ça, c'est des vœux pieux. Mais croyez-moi, le simple fait d'en parler, ça fait réfléchir. Et je ne suis pas le seul à y penser. Je pense qu'il y a des Congolais qui se posent, qui s'indignent de cette situation. Nous n'avons peut-être pas encore trouvé les termes pour convaincre M. Sassou que ce n'est pas injuste, que ce n'est pas humain, et que surtout, ça ne sert pas la fameuse cause de paix qu'il prône. C'est ce discours que je tiens. Je ne pense pas que M. Sassou m'écoute, mais des compatriotes m'écoutent. Et figurez-vous, vous avez évoqué le cas du général Joachim Yombi Opango. Oui, le levier que nous avons,
c'est peut-être celui-là justement. Quand nous appelons au dialogue national inclusif, le dialogue national inclusif, c'est quelque chose, dans les conditions dans lesquelles nous l'envisageons, c'est quelque chose qui prendra la forme de la conférence nationale souveraine. C'est un rendez-vous de tous les compatriotes préoccupés par l'avenir du pays et préoccupés par, j'allais dire, l'unité, c'est-à-dire que nous n'allons pas régler les problèmes du Congo par clan en étant ceux-ci opposés à ceux-là. La conférence nationale en 1991 avait réussi de rassembler les fils du Congo. Nous pensons que cette dynamique-là se fera. Cette volonté de rassembler les Congolais, nous la portons et beaucoup de compatriotes la portent. Je suis convaincu, nous sommes convaincus, je ne parle pas de moi tout seul, la Fédération d'opposition congolaise est convaincue que dans le camp du pouvoir actuel, il y a des Congolais et il n'y a que des Congolais. Ça veut dire qu'il y a des gens dotés de la même sensibilité que nous par rapport aux prisonniers politiques, par rapport à l'intérêt du pays. Nous n'avons pas, comme disait, je pense que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait rétorqué ça à Mitterrand, nous n'avons pas l'exclusivité, le monopole de se préoccuper du sort du Congo. Tous les Congolais ont cette préoccupation. Ce qui reste, c'est seulement que nous ayons confiance en nous, confiance au destin du Congo. En 91, j'insiste là-dessus, nous l'avons réussi et nous pourrons encore le refaire. En 91, puisque c'est la question que vous avez soulevée dès le début, hein, nous sommes à 35 ans de la conférence nationale, après la conférence nationale souveraine de 1991. Puisque nous avons réussi à arrêter la machine PCT en 1991, nous pensons que les Congolais ont encore ce génie-là. Nous saurons, nous sommes capables, nous saurons reprendre, renouer avec ce génie pour nous réunir, pour réunir les conditions de nous rencontrer autour d'un dialogue ou autour d'une conférence pour arrêter la machine PCT. Et dernière chose là-dessus, Christian Perrin, le PCT est alors 1000 fois plus fragile aujourd'hui qu'en 91. 1000 fois. Vous verrez, aujourd'hui, je peux lister rapidement la situation Je du vous en pays prie, oui. qui peut nous permettre de croire que les choses vont changer. Première chose, la crise que nous avons aujourd'hui, elle dure depuis, je ne sais pas, plusieurs décennies, ou peut-être plutôt 20 ans qu'on a cette crise-là. Crise économique, crise morale, crise dans tous les sens. Crise accompagnée d'une incapacité du régime à la juguler. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez le verrouillage de tout le système du pays. Le verrouillage, c'est le défaut d'alternance. Regardez combien d'élections nous avons eues depuis 1997, depuis que M. Sassou est venu au pouvoir. Donc, commençons par 2002. Combien d'élections? Aucune alternance, aucune perspective de changement. Donc, il y a un verrouillage certain. Troisième problème, le pillage des ressources. Je ne vous donne pas des exemples. Vous avez vu pendant la campagne électorale, monsieur, j'ose pas, je crois qu'il s'appelle Dongou, je pense, monsieur Zidane, oui, Dongou. oui, Dongo Zidane, c'est en fait Je n'ose pas utiliser le Armel. surnom de Zidane parce que Zidane, c'est Dongo quelqu'un Armel. d'appréciable. Bon, C'est Dongo donc, Armel. Monsieur Dongou, qui est poursuivi, qui a un mandat d'arrêt à ma connaissance sur le dos, et qui était dans la campagne présidentielle salué par le président de la République, à côté de le procureur de la République. Donc nous sommes dans cette situation de pillage et d'impunité. Voyez? Quatrième chose, l'hypothèque. Le régime actuel a hypothéqué l'avenir du pays par l'endettement, qui continue, Le vous voyez, surendettement chronique, d'ailleurs. l'endettement chronique. Mais surtout, l'hypothèque, l'un des aspects qu'on ne voit pas, la problématique de la vente de terres est très pernicieuse. Très pernicieuse. C'est quelque chose à double détente. On ne sait pas comment nous nous en sortirons. Tant qu'on n'aura pas de transparence sur cette affaire-là avant la fin du régime de M. Sassou, on ne sait pas comment on en sortira. Et on sait le côté belliciste du régime rwandais. Voyez? Et dernier point dans la situation. Donc, je vous ai cité 5 points dans la situation du pays. Je vous Le en prie, dernier oui. point, c'est la violence, l'institutionnalisation de la violence. Encore là, 2 exemples, 2 extraits de discours. Le monsieur, le général ou l'amiral Okemba, qui dit impunément, publiquement, qu'ils ont saccagé le pôle, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Premier propos. Deuxième propos, deuxième situation, c'est la situation actuelle, les crimes actuels de la DGSP. Donc voilà.
Et La qu'on peut mettre paralysie, d'ailleurs en lien avec cette déclaration de Jean-Dominique Okemba qui disait nous avons brûlé le poule, le ciel n'est pas tombé, et après c'est Denis Sassou Nguesso qui vient reconnaître que c'est lui qui avait ordonné cette opération dans le poule, et voilà. tout le monde a vu, dans les faits, c'est un génocide. Et ça, évidemment, avec ce que vous êtes en train de rappeler, l'opération menée jusqu'à présent, je crois, par la Oui, DGSP, qui consiste à assassiner en public en plus oui, des jeunes congolais sans procès. Sans oui. procès. Et nous sommes, selon le rapport de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, à plus de 400 jeunes exécutés sans procès. 400 jeunes exécutés, sans compter évidemment les portés disparus, des jeunes qu'on arrête après qu'ils disparaissent, on ne sait pas où est-ce qu'on les emmène. Oui, vous voyez, Christian Perrin, c'est pas le but, c'est pas un plaisir seulement de citer ces chiffres-là. Ce qu'il faut en dire, et je crois que c'est ça qui est important quand nous avons l'occasion de nous exprimer dans un canal, dans un média comme le vôtre, ce qu'il faut en dire, il y a plusieurs choses à en dire. La première, c'est le chef de l'État, garant de la nation, et qui a pour leitmotiv la paix, la sécurité. Quand un chef d'État vous dit c'est moi qui ai donné l'ordre de l'opération du pool, ce que j'appelle, je dirais, la balade de santé dans le pool. C'est moi qui ai donné l'ordre. Il vous dit, c'est le même ordre que je viens de donner au général Oboa sur l'opération Zéro Kuluna. Et quand on voit que cette opération, c'est assassinat de jeunes, même pas de compatriotes, sans aucune forme de procès, sans la preuve même d'un chef d'accusation, puisque quand on les abat, personne ne vérifie leur identité. Si c'est lui réellement qu'on cherche, vous avez vu des situations où ils se sont même trompés de personnes ciblées. Ils sont arrivés quelque part, ah c'est pas lui, on tue et après on dit ah mais c'était pas lui, on s'est trompé. On a eu ce genre de situation. Donc c'est l'arbitraire total. C'est ça qu'il faut noter. C'est-à-dire qu'un chef de l'État donne un ordre arbitraire de tuer. C'est un permis de tuer. On ne peut pas ne pas faire le lien avec les documents qui circulent sur son plan Mouebara. On ne peut pas ne pas faire le lien. D'autant plus que ce document-là n'a jamais été démenti. Donc, nous sommes dans une situation où le président de la République du Congo donne l'ordre de tuer des Congolais. Ça, il faut le dire et le redire pour que les compatriotes, c'est pas qu'ils prennent pas conscience, mais qu'ils disent un jour, basta, il faut que ça s'arrête. Oui, Notre seule arme, Christian Perrin, en tant oui, qu'opposant, notre seule arme, c'est le discours. Parce que nous n'inventons pas la situation du Congo. Les Congolais la connaissent. Notre arme, c'est leur dire, un, rappelons-nous, prenons conscience, mais surtout identifions les responsabilités. Disons-leur au régime et aux hommes de M. Sassou qu'un jour ils rendront des comptes. Ça, c'est suffisant. Déjà de dire ça, c'est suffisant. Il faut le redire clairement, formellement. pour que personne ne dise un jour qu'il n'était pas prévenu. Alors, moi, je vous posais la question au début de cette émission, bien entendu. Alors, vous avez évoqué le cinquième point, la violence. euh, à laquelle nous sommes en train tous d'assister. Aujourd'hui, on ne peut plus raconter ça en Congolais. Tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Et les Congolais découvraient d'ailleurs que on pouvait abattre un jeune en public, abandonner, profaner son corps ou parfois le faire disparaître. Et ça se passe au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Donc ça, ce sont des éléments qui n'ont plus besoin d'être démontrés. Mais au début de cette émission, Jean-Noël, je vous posais la question sur donc 35 ans après la conférence nationale et qu'on se retrouve désormais avec candidats, oui, d'anciens candidats à l'élection présidentielle ou aux élections présidentielles. J'ai cité le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salissa. Nous avons parlé également de Guy Brice Parfait Kolela, décédé, paix à son âme, malheureusement. Et on voit bien les périodes et tous, ces d'anciens candidats. Est-ce que cela entre également dans la logique de cette violence politique au Congo-Brazzaville, ou c'est simplement une coïncidence de circonstances? Non, non, c'est pas du tout une coïncidence. C'est pas du tout une coïncidence. C'est tout sauf une coïncidence. C'est une volonté d'un homme avec son régime
c'est une volonté d'un homme avec son régime, c'est la volonté de M. Sassou de se proclamer président à vie. Une fois qu'il a posé ça, tout ce qui voudrait lui enlever son fauteuil, je me rappelle encore dans les années 90, il menaçait les gens, vous voulez de mon fauteuil, venez le prendre. C'est la logique de M. Sassou. Voyez? Donc c'est tout sauf une coïncidence, c'est planifié, c'est organisé, et que pour lui, tous ceux qui se mettront au travers de son chemin, soit c'est la mort, soit c'est la prison. J'ai fait, la dernière fois, je suis passé sur un autre média et j'aime bien faire ce rapport-là parce que c'est peut-être là aussi qu'on fait la différence, nous, dans nos prises de position. J'ai rappelé aux Congolais qu'il y a trois phases dans l'histoire politique de notre pays. Il y a la phase 60 à 77, il y a la phase 77 à 97 et il y a la phase 97 à aujourd'hui. Vous voyez, ces phases-là sont à peu près séparées de 30 ans chacune. Ça, c'est très important. Et la violence était depuis 60. J'ai rappelé l'assassinat de trois compatriotes en 65. Poabou, Machokota et Masweme. Trois. Vous voyez? Sur les trois, je ne reviens pas sur leurs circonstances, les circonstances de leur assassinat. Je ne cherche pas des coupables. Deux choses à retenir le premier assassinat. Il y a eu un procès bidon, un simulacre de procès. On n'a jamais su qui a tué qui. Ça, c'est le premier constat, le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu un corps qu'on n'a jamais rendu à la famille. Nous sommes en 65. Le corps de Poabou n'a jamais été rendu à la famille. Je passe rapidement sur tous les événements de 60 jusqu'à 77. En 77, rebelote. Trois personnalités, les plus hautes personnalités du pays, assassinées. Ngouabi, le président Ngouabi, le cardinal Émile Biayenda et le président Massamba Deba. Encore une constance, un procès, une mascarade, une parodie de procès. Et, encore une fois, un corps qui n'a jamais été rendu à la famille. Pour moi, je laisse les historiens faire leur travail, mais moi, simplement intellectuellement, dans l'analyse rigoureuse, et quand on a vu, le Congo, c'est pas, comme on appelle un film, hein, mais quand on a vu les films, on appellerait, il y a une signature dans ces événements. Il faut que les Congolais prêtent attention à ça. Il y a une signature. Et surtout, nous sommes dans une phase, sur cette partie de l'histoire, nous sommes dans une phase de, comment dire ça, c'est la connivence entre le politique et le militaire. Depuis 65, 66, 67 jusqu'à 69, nous avons amorcé cette pente de la militarisation de l'espace politique. Voyez? Et j'invite les uns les autres à lire les témoignages et les documents, de voir comment Marine Ngouabi est arrivé au pouvoir, de voir comment l'armée officielle a été marginalisée au moment où les milices commençaient à prendre corps et l'armée nationale congolaise, l'armée, comme on appelle l'APN, l'armée populaire, l'armée nationale populaire et compagnie, a pris corps. Vous verrez, il faut aller regarder ça parce que ça nous permet de voir les convulsions de l'histoire et les différents acteurs. Vous verrez dans l'histoire qui concerne M. Sassou que chaque fois qu'il a eu des différends avec des compatriotes, avec comment on appelle, des adversaires politiques, ça s'est terminé par la mort de l'adversaire. Je n'accuse personne, je ne fais pas de procès d'intention, mais nous savons aujourd'hui, quand on lit les documents, le différend avec Diawara, et vous verrez. On Oui, mais voit par la évidemment, suite ce les n'est pas Pierre que... Anga et compagnie. c'est vrai, vous avez raison de dire que vous n'accusez personne, mais bon, les faits sont là, les faits sont têtus, tout le monde le sait. Je rappelle, et j'aime bien à le rappeler, Oui, c'est que la conférence nationale la souveraine de 1991 avait pris un acte de la conférence qui oui, rendait Denis Sassou Nguesso responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Plus de oui. 3000 assassinats politiques, c'est l'acte numéro 284 pour ceux qui voudront bien sûr lire cet acte. Et donc, ce n'est pas dit de nous, c'est juste un rappel de Oui. l'histoire. C'est un rappel, et Christian, je vous laisserai reprendre votre question, mais je souligne là-dessus que M. Sassou, le président de la République d'aujourd'hui, a intérêt.
il a intérêt, si réellement je ne dis pas qu'il aime le Congo, c'est pas ça le propos. Si il est redevable de ce que le Congo lui a donné, s'il veut réellement faire un acte d'entrée dans l'histoire du pays, M. Sassou a intérêt un jour à organiser, j'allais dire, les conditions pour qu'il rende des comptes. Ça peut lui coûter ce que ça pourra lui coûter, mais je pense que pour lui, pour l'histoire du Congo, il est le seul témoin de toute cette histoire aujourd'hui. Regardez le nombre de témoignages qui circulent dans les réseaux. Le témoignage de Lekunzu, le témoignage du président Yombi, le témoignage de... Regardez, je ne parle pas des témoignages qu'il y a eu à la conférence nationale. Rien que le témoignage du président Le Yombi témoignage de et le témoignage Marcel de Lekunzu. Zourou, on peut en citer comme ça, il y en a beaucoup. Il y a Voyez, beaucoup de le témoignages, même témoignage de Mutando. Jean-Pierre, comme on l'appelle, le commandant, c'était le capitaine, c'est ça. Pierre Anga, c'est ça, c'était un capitaine, non? Oui, oui. Voilà, le témoignage du capitaine Pierre Anga, ça dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Nous sommes dans un pays, si nous sommes dans la dignité humaine, et si nous voulons vraiment être dans une dynamique historique pour notre pays, pour nous-mêmes, il faudrait qu'un jour, tous ces témoignages-là fassent l'objet d'un procès, si ce n'est pas un procès juridique, d'une forme ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, et que nous tirions ça au clair pour l'histoire. Parce que Bon, ces encore que blessures-là, Denis Sassou Nguesso ait ce courage-là, mais bon, parce que ça demande aussi de courage, hein, de reconnaître, de reconnaître la responsabilité de ses actes. Ça aussi, ça nécessite un courage. Jean-Noël Mabiala, nous allons en revenir sur voilà, l'actualité politique du Congo-Brazzaville. C'est aussi la récente élection présidentielle. Inutile donc de revenir sur les résultats qui, de toute évidence, hein, tout le monde le sait, ne reflètent pas la réalité des urnes. Cependant, un point en particulier a marqué l'attention de l'opinion publique congolaise, bien sûr, et des observateurs de la vie politique au Congo-Brazzaville. C'est le taux, j'allais dire, très élevé d'absentéisme et d'abstention. Alors, les Congolais ont en majorité boycotté cette élection, suivant bien sûr les consignes données par l'opposition congolaise, dont vous faites partie d'ailleurs. Alors, mais désormais, quelle sera la prochaine étape? Parce que c'est là tout le problème. Vous en avez appelé à la oui, rétention, à l'abstentéisme, ben voilà, les Congolais vous ont suivi. Et tout le monde est d'accord de dire que cette élection est la pire, la plus honteuse des élections que le Congo ait connue. Maintenant, la suite, c'est quoi concrètement? ben, la suite, c'est déjà, d'abord, il nous faut acter que cette élection, tout le monde savait qu'il n'en sortirait rien. Tout le monde savait dans quelles conditions elle était organisée, donc des conditions non démocratiques, non transparentes. Tout ça était connu à l'avance. C'est pour dire que l'abstention n'est peut-être même pas le fait de l'appel de l'opposition. L'abstention allait de soi. Les Congolais ne sont pas si naïfs que ça. Les C'était Congolais ne devenu sont pas si naturel alors par amoureux que ça rapport de M. à la Sassou. situation actuelle, c'est ça? Oui, ils connaissent. Les Congolais connaissent. Ils tirent le diable par la queue, comme on dit. Donc, une élection, ils savaient qu'elle n'apporterait rien. Ils ne sont pas naïfs. Regardez, en 2021, je me rappelle 2021, dans leur campagne, ils avaient, rien que du côté de Pointe-Noire, ils avaient commencé à vous parler de la boucle du Kouilou, ils avaient commencé à vous parler du chemin de fer en 2021. Et les mêmes promesses sont revenues là. Donc les Congolais ne sont pas naïfs là-dessus, on ne les a jamais vus. J'ai encore là, dans les réseaux sociaux, les 12 travaux de Hercule Collinet. Anatole Collinet Makosso, les Voilà. 12 Il se batailles. prenait pour Hercule avec ses 12 chantiers. Donc les Congolais ne sont pas naïfs par rapport à ça. Ils n'attendaient rien de cette élection. Ils étaient déjà enclins à s'abstenir. Maintenant qu'il y a eu abstention, surtout ce qui est important, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est, j'allais dire, l'officialisation de cette donnée abstention. C'est-à-dire que nous sommes désormais en phase. Les opposants savent que désormais, les Congolais les écoutent. À partir de maintenant, on dit quoi? Nous disons deux, trois petites choses. La première, c'est que oui, le peuple congolais reste la source du pouvoir du Congo. La source de légitimité, c'est le peuple congolais. Il faut que le peuple congolais en soit conscient, il l'est. Ça, c'est sûr. C'est dire que, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que M. Sassou sait qu'il n'est pas légitime.
puisque lui-même, il craignait l'abstention. Il connaît la place de l'abstention. C'est lui-même qui a pas. Le simple fait que M. Sassou parle de l'abstention, c'est une victoire. Voyez? Et si derrière, il a triché pour bombarder un taux de participation auquel il ne croit même pas, c'est un jeu de dupes. Ça, c'est dit. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que maintenant que nous avons pris langue avec la population, maintenant que nous parlons le même langage avec la population, quels sont les messages qu'il nous faut faire, qu'il nous faut passer? Le premier message, comme je vous ai dit dès le début, c'est dire au peuple congolais. C'est pour ça que moi j'ai tendance à revenir à l'histoire. C'est dire au peuple congolais, trop, c'est trop. Nous avons subi, nous subissons dans le sang, nous subissons toute la paralysie du pays, toute la crise, mais surtout, il faut que les Congolais sachent que nous sommes capables de nous en sortir. La solution ne viendra pas de l'extérieur, ni de la diaspora, donc de moi qui parle, ni des pays étrangers, mais des Congolais. Et vous allez me dire, les Congolais qui m'entendent me diront, oui, mais c'est facile à dire. Je dis, oui, c'est facile à dire parce que nous l'avons déjà fait. En 91, nous l'avons fait. Nous avons mis le PCT hors d'état de nous. Il faut le répéter. Et nous ne l'avons pas fait sur des bases tribales. Ce n'est pas une ethnie qui s'est révoltée contre l'autre. Ce n'est pas le poule qui s'est révolté. Ce n'est pas la cuvette et compagnie. C'est tous les Congolais. Et les noms, vous les connaissez. Pour réussir la conférence nationale, nous avons eu Bokamba Yangoma, Bernard Kolela, avant même qu'on arrive, Monseigneur Kombo. Monseigneur Kombo est venu patronner les travaux. Mais les conditions qui ont amené le pouvoir à accepter la conférence nationale, ce sont les Congolais de, de tous les horizons du pays. Et nous savons en ce moment-là le rôle, et ça c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure, Christian Perrin, que pour moi, dans mon analyse, à moi, je suis en train, je pense, de convaincre la fédération d'opposition de cette analyse-là, que le premier problème, le principal problème du Congo, c'est la militarisation de l'espace politique. Donc la solution, c'est la démilitarisation. Il faut renvoyer l'armée à sa place d'armée républicaine pour protéger les institutions, pour protéger les Congolais. Ça, c'est un travail de fond. Et ce travail-là, je le dis pourquoi? Parce que nous avons réussi la conférence nationale en 91 grâce à une position d'officier républicain du général Mokoko. C'est des choses qu'on oublie et quand on les dit, on a l'impression que c'est des discours. Ce n'est pas que des discours. Donc, la suite, c'est quoi? Je reviens. La suite, c'est que, un, dire au peuple congolais que nous allons mettre la pression sur ce régime, nous allons mettre des bâtons dans les roues de ce régime, mais dans tous les sens du terme, démocratique, c'est pas difficile de mettre des bâtons dans les roues. Nous avons décidé de boycotter l'élection, nous l'avons fait. Ça, c'est un bâton qu'on a mis dans les roues du régime. Il faut imaginer, il faut faire preuve de génie pour trouver d'autres bâtons que nous pouvons mettre dans les roues de ce régime. Et nous les trouverons. Oui, Allez-y, vous excusez-moi. trouverez donc les moyens pour mettre les bâtons dans les roues de ce régime, notamment pour ce mandat encore usurpé, c'est le cas de le Oui. dire. Et évidemment, à ce niveau, j'en venais à vous poser la question de savoir, alors face à ce mépris affiché par le pouvoir PCT et je dirais aussi l'indifférence hein, de ce régime face à la souffrance des Congolais, vous les avez décrits là, quelques éléments, comment est-ce que les Congolais vivent actuellement où même les libertés fondamentales ne sont plus respectées, donc droits et libertés fondamentaux sont plus respectés. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité. On peut citer comme ça, les routes sont dans l'état où tout le monde connaît désormais, délabrées, pas d'hôpitaux dignes, pas d'écoles. Alors, face donc à ce mépris, certains observateurs pensent que les Congolais doivent désormais envisager une résistance ouverte. Partagez-vous cette perspective? Si oui, alors sous quelle forme pensez-vous qu'elle pourrait se manifester? Christian Perrin, quand je vous parlais de trouver le moyen de mettre des bâtons dans les roues de ce régime, ça fait partie de la résistance. Comme je vous ai dit, quand je vous ai dit ces bâtons-là, je n'ai pas dit des revolvers, j'ai dit des bâtons. Donc c'est bien dans la Oui, je logique comprends d'une très bien. En sorte, résistance. pardon de vous couper comme ça, vous êtes en train de dire, désormais, il faut rendre voilà, ce pouvoir ingouvernable. C'est ça, ce mandat qui va suivre, Ben, il faut le rendre il faut ingouvernable, c'est rendre ça. le pays, alors, c'est même pas rendre le pays ingouvernable parce qu'il n'est pas gouverné. Il faut Bon, mettre, ben, bien entendu, le pays n'est pas gouverné.
Donc, si vous prenez dans tous les domaines, rien que les domaines républicains, vous verrez que c'est rien. À l'hôpital, rien n'est fait. Ça fait plus de 10 ans qu'on vous dit qu'à l'hôpital de Brazzaville, les malades sont montés sur le dos pour monter les escaliers. Donc, je vous donne pas les détails. Donc, le Avec un pays, taux très élevé de mortalité. C'est dommage. les chiffres, je pense que j'ai pas besoin de les citer, ils sont connus. Le pays n'est pas gouverné du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que, faut arrêter l'arrogance du régime. C'est-à-dire quand on voit Monsieur Collinet, l'actuel ou je ne sais pas, l'ancien ou le nouveau Premier ministre, quand on l'entend parler à l'Assemblée, on se dit, il est sur une autre planète. Donc, il faut que désormais, les Congolais mettent ces hommes-là devant leurs responsabilités. Ce n'est pas difficile. Chaque fois qu'ils les verront, ils auront l'occasion de leur parler, il faut le leur dire. J'ai vu une vidéo avant la campagne, je crois qu'à Dolisie, dans une salle, des gens disaient directement aux représentants du pouvoir, on en a marre de vos mensonges. Donc je pense qu'il faut libérer la parole à chaque fois que le Congolais aura l'occasion de s'exprimer, qu'il le dise. Évidemment, on va courir des risques en faisant ça, mais croyez-moi, au fur et à mesure que la parole va se libérer, ce régime prendra peur et ce régime s'arrêtera. Je vous prends un exemple encore plus concret. Aujourd'hui, si tous les Congolais se disent et disent que les Koulouna, entre guillemets, qu'on a assassinés hier, c'est des Congolais, qu'il est inacceptable que dans notre pays, dans notre propre pays, où nous ne sommes pas en guerre contre personne, un service de l'ordre, soi-disant sécurité du président, tue des compatriotes dans la rue sans aucune forme de procès. Oui, Regardez mais les images. pardon, Jean-Noël, là, de vous arrêter comme ça. Votre approche, généralement, est considérée par une partie de l'opinion congolaise comme un encouragement à ces jeunes délinquants. Et après, ils disent, c'est parce que vous n'avez pas vécu ce qu'ils font, parce que vous ne savez pas ce qu'ils font. Et voilà. Et très souvent, c'est pris pour une sorte de, voilà, de soutien Christian Perrin, à ces délinquants. permettez-moi, Christian Perrin, d'être là aussi clair et direct. Je vous ai dit au début la nuance, la différence qui est dans notre démarche politique. Nous ne sommes pas commentateurs, nous ne sommes pas dans une position de partisans. Non, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes responsables politiques. La responsabilité politique m'impose de répondre à ceci. Quand un Congolais, quand nous sommes en République, nous sommes dans un État, quand un service de l'État veut régler un problème, d'abord, il doit le régler sur la base des lois. Même, regardez les actes que les Koulouna ont posés. Même les victimes de ces actes-là n'ont pas le droit de faire, j'allais dire, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Même les victimes de ces actes n'ont pas le droit d'appliquer la loi du talion. C'est surtout pas l'État. Donc l'État n'a pas le droit de tuer un individu parce qu'il aurait tué par hasard. Donc, pour moi, cette critique-là, je ne méprise pas les compatriotes qui disent ça. Ce n'est pas du mépris pour eux. Mais je leur réponds simplement que moi, Mabiala, citoyen ordinaire, j'aurais eu la même position. Mais Mabiala, responsable politique, dit que, aux responsabilités, nous ne pouvons pas décréter la loi du talion. J'allais dire, c'est archaïque. Et, Donc ça, il faut être clair là-dessus. Il faut dire aux compatriotes que je condamne les assassinats de M. Obowa et M. Sassou, puis celui qui a donné l'ordre. Nous condamnons fermement ces assassinats parce que c'est des assassinats, point. Et personne. C'est la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre homme sur Terre. Personne. Ça, si les compatriotes ne peuvent pas l'entendre parce qu'ils sont touchés personnellement, je comprends. Je ne leur dénie pas le droit d'avoir la douleur, je ne leur dénie pas le droit. Par contre, je pense qu'en République, on n'a pas le droit de se faire vengeance. Donc les choses sont claires là-dessus, c'est une question de principe. On ne juge pas ces choses-là à la lueur de la douleur des uns des autres. Non, c'est pas pour autant qu'on méprise cette douleur, non plus.
Évidemment, on ne combat pas le banditisme en violant la loi, tout le monde le sait. Jean-Noël Mabiala, malheureusement, le temps nous tient, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est pour comprendre avec vous votre feuille de route, un peu les perspectives. Je sais que le 25 février dernier, vous avez organisé une conférence de presse. Est-ce qu'on peut y revenir en quelques mots, bien entendu, et nous dire la suite de votre feuille de route, si possible, bien sûr, si vous pouvez nous le dire. Mais j'espère que je ne vous demande pas de nous exposer vos stratégies, mais on peut comprendre la suite logique de ce que vous avez déjà commencé. Oui, tout à fait, tout à fait. La feuille de route de la délégation permanente des Congolais de l'étranger qui s'emboîte dans la feuille de route de la Fédération de l'opposition congolaise, hein. Donc vous avez vu que je suis président de la DPCE, mais vice-président de la Fédération de l'opposition congolaise. Donc notre feuille de route sur 2026, elle tient sur quatre. En gros, on a programmé une action par trimestre. Le premier trimestre, on a eu la sortie du 25 février sur la mascarade électorale, mais surtout, ça a été l'occasion de présenter à l'opinion publique congolaise c'est quoi comment la Fédération de l'opposition congolaise est organisée aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit dès le début. Donc, la DPCE, quatrième plateforme de la Fédération congolaise. Et le 25 février dernier, nous avons donné notre position par rapport au non-événement et surtout à la mascarade d'élection. Et là-dessus, je termine par un point. J'ai eu des échanges avec les compatriotes qui sont allés, qui ont été candidats à cette élection. Donc, mon ami Vivien Manangou, j'ai rencontré à Paris, à l'occasion de la conférence organisée par Maître Nzamba, j'ai rencontré Mabion Nzinga, Mavungu. Voilà, je leur avais posé une question en leur disant, mais qu'est-ce que vous pensez pouvoir changer? En quoi vous pensez pouvoir faire mieux que toute l'opposition qui a défié M. Sassou en 2016, que Parfait Kolela, paix à son âme, qui a voulu y aller en 2020? En quoi vous pensez faire mieux? Là, il n'y a pas de réponse, je n'irai pas dans Ou le peut-être que vous débat, attendiez la réponse. mais ce qui est important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on a vu qu'il s'est produit ce qui était prévisible, gouverner, aspirer, faire de la politique, c'est aussi prévoir les choses. Donc nos amis pouvaient prévoir le déroulement qu'il y a eu aujourd'hui. Maintenant que ça s'est passé comme ça s'est passé, ce que je dis, et je termine là-dessus sur ce point, c'est qu'il imagine le fiasco, qu'il imagine le chaos dans lequel on aurait mis M. Sassou s'il s'est retrouvé son 15 mars sans d'autres candidats. On est passé à côté, on aurait pu le faire. Moi, je connais Vivier Manangou, je connais Mabio, j'ai rencontré Gavé il n'y a pas longtemps. On aurait pu mieux se concerter pour lui dire, chiche, on va lui infliger ça et ça aurait été un chaos total. Mais bon, on a raté cette occasion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une autre question. Notre feuille de route sur le reste de l'année, là, jusqu'en juin, nous avons la célébration, la commémoration de la conférence des 35 ans de la conférence nationale congolaise. La conférence nationale souveraine, vous me direz, c'est du passé, vous êtes dans une démarche passéiste. Non, il faut tirer les enseignements du passé. Nous avons des ressources, des idées à tirer de la façon dont nous avons organisé la conférence et surtout arrêté la machine PCT. Donc le propos, c'est celui-là. Nous sommes capables d'arrêter le PCT pour une deuxième fois, mais avec les outils, l'esprit, le rassemblement que nous avons réussi à faire en 91 et avec justement l'appel aux officiers congolais qui restent encore républicains pour leur dire, vous êtes capables de nous accompagner. Ce n'est pas pour inciter à la révolte, mais donner des signaux aux Congolais que vous saurez rester à votre place et vous saurez protéger la République. Ce discours-là, il est important. Donc nous avons cet événement-là, nous allons organiser des ateliers de réflexion sur la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Parce qu'il ne faut pas non plus donner une image mirifique, la conférence, elle n'était pas magnifique. Il y a des leçons à tirer, il y a des erreurs à corriger. Deuxième axe, juste de plan d'action, piste d'action jusqu'en juin 2026. À partir de septembre, nous reviendrons sur la problématique des prisonniers politiques. Nous pensons qu'il faut aller sur toutes les tribunes, toutes, nationales, internationales, sous-régionales, pour plaider la cause des prisonniers politiques. Parce que le nœud aujourd'hui, moi je pense, je le dis et les Congolais le savent, M. Sassou le sait, l'épine qu'il a sous le pied, c'est le général Mokoko en prison. Il sait que libérer le général Mokoko, c'est son pouvoir qui peut chanceler,
Mais nous, ça, c'est pas ça notre propos. Notre propos, c'est que monsieur Mokoko est un citoyen qui a le droit à sa liberté. Les conséquences politiques de sa libération, c'est autre chose. Il n'y a que M. Sassou lui-même qui peut créer les conditions que M. Mokoko se libère et qu'il soit dans une perspective d'organiser l'alternance au Congo. Donc, le dialogue national. Tout ça est lié. Donc, nous allons Un appeler, dialogue nous allons continuer à appeler national pour ce dialogue-là. organisé, pardon, Jean-Noël, Oui, un dialogue politique, un dialogue national, comme vous le dites, inclusif, c'est bien cela, organisé au Congo-Brazzaville ou à l'extérieur, sous l'égide, par exemple, des organisations internationales. c'est là où je pense que dans notre feuille de route et surtout la grande préoccupation que nous avons aujourd'hui, vu que le pays est bloqué, le pays est pris en otage, tout est verrouillé, il faut qu'on trouve des moyens pour sortir de cette crise. Et l'un des moyens sur lequel, en tout cas l'une des idées sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, c'est continuer à rassembler les forces, identifier les compatriotes qui veulent bien que nous puissions changer la donne. Je pense que tant que M. Sassou bloquera l'initiative du dialogue national au pays, nous sommes en mesure, nous allons travailler à l'idée de faire peut-être un premier dialogue en dehors du pays, organiser les forces politiques du Congo, même si on se retrouve 20, 30, 50 à s'asseoir pour avoir cet embryon de dialogue national d'abord à l'étranger. Voyez. Et nous pensons, et ça je peux le dire, puisque dans tous les cas, à un moment ou à un autre, ça sera public, nous le ferons soit en Europe, soit dans un pays africain. Voilà, à mon avis, quelque chose qui peut participer à la pression au régime. Et je crois que c'est comme ça que nous l'amènerons à déverrouiller, à s'ouvrir aux propositions de l'opposition. La solution, la démarche, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut amener le régime à s'ouvrir aux propositions d'opposition qui est sur place. Et notre rôle à nous, qui avons cette liberté, cette marge de manœuvre à l'étranger, c'est organiser cette pression. Et l'un des outils pour organiser cette pression, ça sera ce dialogue national inclusif à l'étranger. En attendant, en prélude, le vrai dialogue, nous le ferons au pays. Merci Jean-Noël Mabiala. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que pour l'élection a eu lieu, comme d'habitude, il a triché et tout le monde savait qu'il allait tricher. Les éléments existent. Ben, il faut attendre 2031. Ben, c'est le débat que j'avais avec les amis qui sont allés à l'élection présidentielle, hein. Il y en a qui m'avaient dit, ben, écoute Jean-Noël, nous on prend date, nous voulons exister sur le terrain. Une fois qu'on a participé à une élection présidentielle, nous serons légitimes et nous aurons la visibilité nécessaire pour postuler, pour positionner nos éléments aux élections législatives, à l'élection législative de 2027 et préparer 2031. Bon, Comment pour ça? nous, pour nous, le raisonnement, il est simple. Ce qu'on n'a pas réussi, j'allais dire, le blocage du régime, la volonté, je l'ai dit au début, la volonté de M. Sassou de se pérenniser au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie est actée. On n'a plus de doute là-dessus. Donc tout ce que tous les autres feront dans ce régime-là, que ce soit une élection législative ou la présidentielle 2031, elles sont perdues d'avance. Notre démarche à nous, c'est faire pression pour changer les rapports de force. L'objectif, il est simple pour nous. Il faut amener le régime de M. Sassou à accepter qu'il a échoué, qu'il n'a fait que donner de la mort aux Congolais, donner de la misère, et maintenant il donne la mort. Il prescrit, c'est le terme même, il prescrit la mort aux Congolais. À partir de là, tout Congolais a pour mission d'empêcher ce régime de fonctionner. Je ne sais pas comment, et je fais confiance au génie de chaque Congolais. Chacun à sa place, il faut qu'on empêche ce régime de fonctionner. Parce que dans tous les cas, il ne fonctionne pas pour nous. C'est ça qui est important. Le gouvernement, les différents gouvernements ne gouvernent pas pour nous. Ils gouvernent pour leur salaire, ils gouvernent pour le pillage, parce qu'on voit aujourd'hui comment on vole, comment on dépouille le trésor public. Et impunément, impunément. Les signes sont là s'ils ne trompent pas. Le procureur de la République bat campagne pour un candidat. Donc à partir de là, les carottes sont cuites. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce régime? Donc moi, mon appel, mon message en tout cas aux compatriotes, c'est que nous devons tout faire, comme je l'ai dit, à mettre les bâtons dans les roues à ce régime, à faire en sorte que ce régime ne fonctionne pas, puisque jusque-là, il fonctionne pour lui, empêchons-le de fonctionner même pour lui.
Je ne sais pas comment, mais je pense que les Congolais auront le génie de mettre en œuvre cette idée. Merci en tout cas, les Congolais sont assez matures et j'espère que le message il est bien passé. Merci Jean-Noël Mabiala d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences du langage, président de la délégation permanente des Congolais de l'étranger, DPCE, vice-président de la Fédération de l'opposition congolaise, la FOC, Fédération France. Un énorme plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. Merci, Monsieur Perrin. Je lance un dernier appel à tous les compatriotes. Nous Je vous sommes en prie. ouverts, nous sommes accessibles, nous ne ferons rien seuls. La délégation permanente des Congolais de l'étranger est un espace de travail, de mobilisation des énergies des compatriotes. Pour ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont des raisons idéologiques de ne pas adhérer à la Fédération de l'opposition congolaise, nous le comprendrons, nous le comprenons, mais nous avons d'autres espaces. On a créé, je m'arrête là, excusez-moi d'abuser Je de vous en votre prie. temps, on a créé la structure qu'on appelait le CAP-D 242, c'est-à-dire collectif d'acteurs associatifs, société civile ou politique, Diaspora 242. Pour nous, cet espace-là, pareil, c'est un espace ouvert, libre, de concertation pour que nous trouvions les moyens de mettre un terme à la prise en otage du pays, de mettre un terme aux souffrances du pays, des Congolais, et surtout de mettre un terme à la violence institutionnalisée aujourd'hui au pays. Voilà notre proposition, voilà notre plan de travail, s'il faut l'appeler comme ça. C'est la capacité, la demande, l'appel à la mobilisation des compatriotes. Ce pouvoir, on peut l'arrêter. Et nous allons l'arrêter. En tout Tout à cas, fait. merci donc d'avoir répondu à notre invitation, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. À votre disposition pour une prochaine édition. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la J'espère. fin Merci. de cette émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir encore fait confiance. Mais comme d'habitude, les petits gestes pour nous encourager, vous savez, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez-la massivement. Dites-nous en commentaire vos opinions sur les thèmes que nous venons de développer avec Jean-Noël Mabiel. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.